En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Pour le 4e samedi de mobilisation, les Gilets jaunes étaient encore au rendez-vous. En région, de nombreux rassemblements ont gonflé leurs rangs, tandis que les craintes de violence sur la capitale ont découragé les plus défavorisés. Après le fiasco de la semaine précédente, le gouvernement avait tout misé sur la sécurité, quitte à employer une répression a priori à l'encontre des Gilets jaunes dès le matin, sans pour autant s'attaquer aux casseurs du soir. À l'aube de nouvelles mobilisations, les manifestants attendent la parole d'Emmanuel Macron sans grand espoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Gilets jaunes ont encore répondu à l'appel samedi avec une mobilisation aussi importante que la semaine précédente. La situation dans la capitale est restée beaucoup plus calme avec un déploiement des forces de l'ordre impressionnant. Match égal avec l'acte 3, les semaines passent et le mouvement se maintient. Samedi, les Gilets jaunes étaient encore mobilisés pour se faire entendre partout en France. Selon les chiffres officiels, ils étaient 136 000 à avoir répondu présent. Parmi eux, quelques 10 000 personnes, 2 000 de plus que le 1er décembre, avaient fait le déplacement à Paris avec une sociologie légèrement différente des éditions précédentes. En effet, les manifestants dans la capitale étaient un peu plus jeunes et moins féminins que les rendez-vous passés. Les aînés ayant sans doute été refroidis par l'édition précédente qui avait littéralement échappé à Christophe Castaner et aux forces de l'ordre. Les scènes survenues samedi à Paris, mais dans de nombreuses autres villes de France, et pas seulement dans des grandes villes, sont d'une violence rarement atteinte. C'est extrêmement grave. Ce que nous avons vu samedi est à la fois honteux, indigne de notre pays et de notre histoire. Le mouvement des Gilets jaunes se distingue très fortement des mouvements revendicatifs que l'on a pu connaître par le passé avec plusieurs caractéristiques différentes. Et ça rend compliqué l'appréhension à la fois du sujet et la meilleure façon d'organiser notre défense. Nous avions proposé un rassemblement sur le Champ de Mars, tôt le matin. Des éléments proches de l'ultra-droite ont attaqué le périmètre de protection qui avait été mis en place autour des institutions de la République sur le rond-point des Champs-Élysées. Il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de responsabilité. L'État se retrouve seul à gérer un mouvement totalement désorganisé avec toute la difficulté que cela implique. Pour l'acte 4, le sudiste de la place Beauvau avait mis les petits plats dans les grands pour éviter un second camouflet qui aurait sans doute été fatal. En tout, 89 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés en France avec une concentration impressionnante dans la capitale, au point qu'une douzaine de blindés Hermès de la gendarmerie, ironiquement décorés d'un drapeau européen, étaient aussi mobilisés sur les Champs-Élysées. Le message ne provenait pas des dieux mais bien du pouvoir. Pas question de mettre la ville à feu et à sang comme la semaine passée, oubliant au passage que l'essentiel des ravages commis le 1er décembre était le résultat de casseurs et de Black Bloc. Paris s'était également paré de ses plus beaux atours de barricades. Sur les Champs-Élysées, rares étaient les commerçants à ne pas avoir couvert leurs boutiques avec des planches. Le matériel de chantier avait également été écarté pour l'occasion, de quoi prouver que ces dispositions auraient tout à fait pu être prises la semaine d'avant pour éviter que la situation dégénère. À croire qu'il fallait en passer par le chaos relayé en boucle par les médias pour justifier un maintien de l'ordre beaucoup plus vigoureux pour cet acte 4. En effet, le ministère de l'Intérieur n'a pas lésiné sur
sur les moyens. 2000 personnes ont été interpellées dans tout le pays, donnant lieu à 1700 gardes à vue. Rien que dans la capitale, 1082 personnes ont été arrêtées et plus de 900 ont été gardées à vue. Du jamais vu, justement. Il faut dire qu'il ne fallait pas grand-chose pour attirer l'attention des forces de l'ordre samedi, car si des individus en possession de boules de pétanque et autres boulons pour servir de projectiles ont été logiquement appréhendés, beaucoup d'autres non belliqueux ont fait les frais du zèle du ministère de l'Intérieur. De nombreuses personnes ont ainsi été arrêtées lorsque la fouille des sacs montrait des lunettes de piscine ou du sérum physiologique pour supporter les gaz lacrymogènes. Preuve que les restrictions étaient au goût du jour, l'ancien premier flic de France obsédé par l'ultra-droite, Manuel Valls, s'est fendu d'un tweet depuis sa Catalogne pour féliciter la gestion de la crise par Beauvau. Les ordres donnés à la police sont apparus clairs, empêcher tout débordement et enclencher une véritable crainte chez les manifestants pour les dissuader de lancer les hostilités. Ainsi, dès le matin sur les Champs-Élysées, les CRS ne se faisaient pas prier pour lâcher les gaz lacrymogènes afin de contenir les manifestants où ils voulaient. Les gendarmes mobiles déployés permettaient également un véritable maintien en respect. La situation semblait donc bien sous contrôle à Paris pour gérer les gilets jaunes, au point que beaucoup ont crié aux violences policières. Plusieurs témoins font d'ailleurs état de tirs de flashball au-dessus de la ligne d'épaule, contrairement aux recommandations. J'ai vu 3 personnes qui ont été visées à la tête. Alors quand vous dites que vous visez pas la tête, c'est du foutage de gueule. Après vous tiriez, ok, mais pas la tête. De la tête. Faut arrêter. Là. Tirez dans le dos. Tirez dans la gueule. On allait les chercher sur le pavillon. Pendant un quart d'heure, on a appelé les pompiers. Et là, ils sont derrière, là. Les pompiers, c'était le feu, ils viennent pas. On tire tendu. La France, vive la France. On a une semaine pour pleurer la France. Tu nous vois, nous en l'air. Macron assassin. On dénombre 39 blessés chez les membres des forces de l'ordre et plus de 250 chez les manifestants, un chiffre sans doute sous-évalué. En effet, malgré cette emprise sécuritaire sur la situation, de nombreuses ombres viennent noircir le tableau. D'abord, tout porte à croire que l'important dispositif déployé dans la capitale s'est fait au détriment des régions. Ainsi, contrairement au 1er décembre, de graves débordements ont eu lieu à Bordeaux ainsi qu'à Toulouse, Saint-Étienne ou Nantes. De même, les forces de l'ordre étaient déployées pour les mobilisations des Gilets jaunes et leur départ a accompagné la dispersion des manifestants. Malheureusement, les heurts éclatent souvent après, avec l'arrivée des casseurs. Casseurs qui profitent bien moins des moyens de répression que les manifestants pourtant beaucoup plus pacifiques. Quoi qu'il en soit, si le pire a été évité à Paris, ce que remet en cause la mairie d'Anne Hidalgo, une question reste en suspens. Combien de temps les forces de l'ordre vont-elles rester corvéables? En effet, certains fonctionnaires ont enchaîné 14 jours de travail consécutifs et la fatigue conjuguée à une situation financière souvent pas plus reluisante que celle des Gilets jaunes pourrait finir par avoir raison du maintien de l'ordre. D'autant que les manifestants ont bien l'intention de poursuivre leur mobilisation avec un appel qui a d'ores et déjà été lancé pour l'acte 5 samedi prochain. Une nouvelle journée de mobilisation qui ne va pas réjouir le ministère de l'Intérieur mais qui va également inquiéter les acteurs économiques en tout genre. En effet, alors que la période de Noël est traditionnellement l'une des plus propices au commerce, les magasins enregistrent des résultats catastrophiques depuis le début de la mobilisation. Samedi, beaucoup de boutiques avaient fait le choix de garder leurs portes fermées pour ne prendre aucun risque. Un manque à gagner qui se fait de plus en plus sentir au fil du temps et qui s'ajoute à l'incapacité de travailler pour les commerces qui ont été saccagés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a d'ailleurs parlé de catastrophe, une catastrophe qui fera vraisemblablement perdre 0,1 point de croissance au 4e trimestre à la France. Selon le ministre, toutefois, des réponses concrètes et directes pour les commerçants touchés sont à venir. Des réponses sans nul doute inefficaces et dont on aurait pu se passer avec un peu plus d'attention donnée aux Gilets jaunes depuis le début de la crise. Et c'est justement tout l'enjeu de la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir. Le président va devoir donner l'impression qu'il entend les Français. Pour cela, plusieurs mesures sont au programme pour calmer les tensions, mais aussi beaucoup de communication. Une technique qui a déjà montré ses limites. Sauver le quinquennat, voilà comment résumer la lourde tâche à laquelle Emmanuel Macron va s'atteler ce lundi soir. Après plus de 3 semaines d'exacerbation des tensions avec le mouvement des Gilets jaunes, le président aura des difficultés à faire baisser la pression.
À plus forte raison que sa seule allocution depuis le début des mobilisations a uniquement consisté à réaffirmer le cap en justifiant sa politique d'écologie punitive. Une prise de parole dont l'effet a pu se mesurer 2 jours après, avec les huées et les insultes lors de la visite officielle à la préfecture du Puy-en-Velay. En réalité, plus le mouvement des Gilets jaunes a progressé, plus les critiques se sont concentrées sur le président. Un président qui va donc avoir du pain sur la planche pour redorer son blason. Dans ce cadre, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a demandé des réponses fortes au chef de l'État. J'appelle une nouvelle fois le président de la République à tenir compte de la souffrance qui est exprimée, à y apporter une réponse, à sortir de l'Élysée, à arrêter de se claquemurer, de s'enfermer à l'Élysée. Ce sont des actes qu'attendent les Gilets jaunes. Moi, je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience de la souffrance sociale et y apportent des réponses très fortes et immédiates. J'ai le sentiment, plus que jamais, que la réponse du président de la République ne peut pas être que sécuritaire. Des réponses fortes qui ne vont pas être simples à trouver. En effet, si le gouvernement a distillé la perspective de mesures concrètes et immédiates pour répondre aux inquiétudes des Gilets jaunes, les marges de manœuvre sont bien minces. C'est d'ailleurs avec ce véritable casse-tête à l'esprit que le président est resté presque confiné à l'Élysée la majeure partie de la semaine. Il aurait d'ailleurs confié que la baisse de 5 € des APL ainsi que la limitation de vitesse à 80 km/h étaient des conneries. Mais après la retraite, le conclave, comme à son habitude, Emmanuel Macron tente de se réfugier vers les partenaires sociaux et autres corps intermédiaires pour essayer de rediriger les attaques. Ainsi, dimanche, le président a convoqué au dernier moment les syndicats ainsi que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le but, évoquer des réponses à apporter à ce grave moment que traverse la nation. Problème, ni les syndicats ni les politiques ne semblent aujourd'hui représentatifs du peuple qui gronde aujourd'hui. D'ailleurs, si la centrale solidaire a décidé de répondre par la négative à l'invitation présidentielle pour ne pas prêter main forte à un coup de com' du chef de l'État, il est probable que les autres tentent de tirer la couverture à elle. Pour autant, les Gilets jaunes parviennent toujours pour le moment à se tenir loin des partis et d'autres organisations. Un sondage du JDD a même étudié le succès d'une hypothétique liste de Gilets jaunes aux prochaines élections européennes. Résultat, elle serait créditée de 12%. Comme nous l'avions déjà expliqué dans un précédent JT, ce sont avant tout les adversaires principaux d'Emmanuel Macron qui en souffriraient. Ainsi, le Rassemblement national et la France insoumise perdraient 3 points chacun, tandis que la République en marche se maintiendrait avec 21 points, sans doute par les effets du besoin de légitimer le pouvoir en place face au désordre. En attendant, l'entourage du président a déjà balayé d'un revers de main un certain nombre de propositions envisageables pour une sortie de crise. Le ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a rejeté toute augmentation du SMIC qu'elle juge néfaste pour faire baisser le chômage. De même pour la hausse de la CSG pour les retraités, pas de retour en arrière à prévoir à l'instar de l'ISF. Ces 3 propositions apparaissaient pourtant comme les plus symboliques et donc les plus à même de pouvoir ramener le calme dans le pays, à part peut-être un geste encore plus fort auquel il ne faut pas s'attendre, la démission du président. Et puis également dans l'actualité, le pacte sur les migrations. Critiqué depuis plusieurs semaines, le texte immigrationniste a été ratifié comme prévu ce lundi à Marrakech. Une signature aux airs de victoire pour le camp progressiste, mais le vent pourrait rapidement tourner à 6 mois des élections européennes. Thibaut Bastide. Chahuté et contesté, le pacte mondial sur les migrations a finalement été approuvé ce lundi lors d'une conférence intergouvernementale à Marrakech. Plus de 150 représentants de pays membres des Nations Unies ont assisté à la ratification du texte. D'ailleurs, c'est par un simple coup de marteau que le pacte destiné à renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière a été adopté après proclamation orale. Le tout avec la bienveillance des habituels progressistes que sont Angela Merkel et Justin Trudeau, mais sans Emmanuel Macron. En effet, le président français, en difficulté sur le plan national avec la mobilisation des Gilets jaunes, a annulé son déplacement à Marrakech, préférant envoyer le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Un secrétaire d'État inconnu au bataillon qui s'en est ouvertement pris à Marine Le Pen après que l'ancienne candidate à la présidentielle a dénoncé un pacte suicidaire. Madame Marine Le Pen dénonce sur le pacte dit de Marrakech une désinformation
conduite par le Quai d'Orsay, le gouvernement, bref, le complot mondialiste, comme d'habitude. Sachez que celle qui désinforme, c'est vous. Oui, vous propagez des rumeurs infondées, des fake news. Pardon, vous êtes le troll en chef. Un coup de communication de la part de l'exécutif à 6 mois des élections européennes qui montre la fébrilité du gouvernement à ce sujet. En effet, au-delà de la ratification de Marrakech, le pacte sur les migrations est apparu comme le premier enjeu de la bataille électorale qui aura lieu en mai prochain. Si le camp progressiste y voit une victoire symbolique, le vent pourrait tourner d'ici là. En témoigne la multiplication des défections, notamment en Europe où près d'un tiers des pays, dont l'Autriche, la Pologne ou encore l'Italie, a refusé d'approuver le texte. Et l'effet boule de neige pourrait se poursuivre. D'ailleurs, il a commencé à gagner l'Allemagne et la Belgique où de nombreuses manifestations hostiles au pacte se sont déroulées. Au plat pays, les 5 ministres et secrétaires d'État issus de la NVA ont annoncé leur décision de quitter la coalition gouvernementale. Au vu de cette guerre politique, difficile donc de ne pas faire le lien avec les élections européennes, alors que l'opposition entre progressistes et populistes est déjà clairement affichée. En France, cette adoption pourrait d'ailleurs clairement faire le jeu du parti de Marine Le Pen, une partie des Gilets jaunes ayant manifesté son hostilité à l'égard du pacte. Une aubaine pour la présidente du Rassemblement national qui espère surfer sur la révolte populaire pour porter un coup dur à Emmanuel Macron. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Cadeau pour les médias dominants. 3 taxes concernant les stations de radio et les chaînes de télévision ont été supprimées par le Sénat. Le ministère de la Culture justifie ce choix par une logique de simplification pour faire face à la concurrence de Netflix et Amazon. Un cadeau à destination de Bolloré et de Bouygues qui peut paraître bien inopportun en période de fronde fiscale. Sois jeune et tais-toi, Ségolène Royal, ancien ministre socialiste, s'est rangé du côté des forces de police dans l'affaire de Mantes-la-Jolie. Une arrestation de banlieusards et lycéens mis à genoux et les mains derrière la tête dans le cadre d'un contrôle après des violences. L'ancien ministre évoque même un déferlement de sauvagerie. Celle qui avait fait de l'ordre juste un thème de campagne en 2007 persiste et signe. Nouveau dérapage d'un député LREM, Joachim Son-Forget, élu des Français de l'étranger, a réagi à un tweet loufoque du président américain dans lequel ce dernier affirmait que le peuple français chantait « Nous voulons Trump » dans les rues de la capitale. Pas franchement amateur de Donald Trump, le député de nationalité française a qualifié le président américain de gâteux atteint d'incontinence cérébrale avant d'ajouter « N'insulte pas mon pays, vieux sénile ». Puis enfin, la France kisses your ass. Décidément, patriote convaincu, l'élu En Marche n'a pas fait marche arrière et a laissé un autre message un peu plus tard, déclarant à ses détracteurs qu'ils peuvent bien laisser insulter leur pays, mais pas lui. Les réseaux sociaux permettent décidément de belles histoires de courage. Carlos Ghosn, enfin mis en examen. Après 22 jours de garde à vue, le parquet de Tokyo a inculpé le président du constructeur automobile pour avoir minoré ses déclarations de revenus aux autorités financières nippones entre 2010 et 2014. Une garde à vue qui s'est prolongée pour de semblables accusations portant sur la période début 2015 à mars 2018. Le fondateur de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pourrait même rester derrière les barreaux jusqu'au 1er janvier 2019. L'entreprise Nissan a également été inculpée. Dimanche, des révélations du Wall Street Journal ont fait état d'un délabrement des relations entre le manager Nissan Hiroto Saikawa et Carlos Ghosn, jusqu'alors très proches. Le patron de Renault a d'ailleurs été arrêté alors qu'il voulait se séparer de son homologue japonais. Entre vraie fraude et réel règlement de compte, l'affaire Carlos Ghosn ne fait que commencer. Semaine décisive pour le Premier ministre britannique Theresa May. Cette dernière va devoir tenter de sauver son accord sur le Brexit. Après 17 mois de négociations avec Bruxelles, Theresa May pourrait bien voir son compromis tomber à l'eau en cas d'échec. Celle-ci ne pourra pas tenir longtemps au 10 Downing Street et de nouvelles élections législatives sembleraient alors inéluctables. Alors que le vote décisif au Parlement devait avoir lieu mardi soir, Theresa May a finalement reporté ce scrutin lundi dans l'après-midi pour prendre du temps pour convaincre son propre camp et renégocier avec Bruxelles, notamment à propos de la question de la frontière irlandaise. Un soldat de l'armée française de la force Barkhane mort accidentellement au Niger dans la nuit du 8 au 9 décembre. Le brigadier-chef Karim El Arabi du 2e régiment de hussards, une unité de renseignement, a été victime d'un accident de véhicule. Il n'était pas engagé dans une activité opérationnelle au moment des faits.
Une enquête censée déterminer les circonstances exactes de son décès est en cours. Âgé de 29 ans, le soldat avait déjà été décoré à de nombreuses reprises. Dimanche, l'association Renaissance catholique organisait sa traditionnelle fête du livre au domaine de Grand-Maison à Villepreux. TV Liberté était au rendez-vous. Je crois que la foule que l'on voit derrière moi suffit à manifester que c'est une grande réussite. Donc effectivement, nous avions plusieurs conférenciers d'annoncer. Finalement, nous avons donc Éric Zemmour, Jean Sévilla et puis Philippe de Villiers. Je crois que ce qui rassemble les personnes qui sont ici, c'est la volonté de résistance au mondialisme, et puis une volonté de nous réapproprier nos racines, de rester fidèles à l'identité de la France, de nous réenraciner dans ce que nous ont transmis nos anciens. Je crois que c'est ce qui rassemble dans leur diversité, car elle existe, les milliers de personnes qui sont présentes aujourd'hui à Villepreux. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, nous présente son livre « L'islam à la conquête de l'Occident ». Pourquoi le christianisme est une doctrine spécifique sur le plan politique quand il apparaît ? Parce qu'il demande la suppression de l'esclavage, il affirme l'égalité de toutes les personnes entre elles, etc. C'est ça que vous trouvez dans Saint-Paul, dans un certain nombre de documents très très tôt. Hein. On est au 1er siècle de l'histoire de l'ère moderne. Donc le christianisme se pose comme porteur d'un message social qui est absolument et radicalement différent de ce qui avait cours, de la même façon qu'Abraham, en étant celui par lequel s'arrêtent les sacrifices humains dans un univers qui est... qui peut être assez familier de ces pratiques, marque également une rupture, adopte le monothéisme dans un univers polythéiste. Enfin, il y a des tas de choses qui sont des ruptures comme celle-là. Ce soir, vous retrouverez également Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit la directrice de l'Institut des Libertés, Emmanuelle Gave, candidate sur la liste des amoureux de la France pour les élections européennes. Au programme, les grands thèmes de l'actualité économique, souveraineté monétaire, dette publique, fiscalité, immigration et évidemment la révolte des Gilets jaunes. Et puis tout de suite, votre nouveau rendez-vous avec François Billot de Lochner pour sa chronique « Mes libertés politiques ». Vous retrouverez désormais les chroniques de Christian Combaz en fin de semaine sur le site tvliberté.com. Et à présent, c'est la fin de cette édition et donc le moment de se quitter. À demain. Bonsoir. La question qui se pose concernant la vision de Macron par rapport à l'économie française est la suivante. Lorsqu'il a été élu, il était dit partout, notamment dans les grands médias, qu'il était un très bon économiste et que grâce à lui, la France allait se relever très rapidement. Au bout de presque 2 ans de prise de pouvoir, qu'en est-il réellement sur le plan économique? Les grands indicateurs sont les suivants. La croissance, nous savons qu'elle est en berne. Il n'y a pas de croissance en France aujourd'hui. La croissance tourne autour de 1%, ce qui est absolument misérable. Les déficits publics, ils sont toujours aussi élevés et le déficit budgétaire est absolument catastrophique, de l'ordre de 80 milliards d'euros probablement en 2018. Le chômage, il n'a absolument pas bougé, il est toujours autour de 10%, et si l'on prend toutes les catégories de chômeurs, ce qu'il faut faire tout de même, car toutes les catégories de chômeurs sont à prendre pour analyser le chômage, nous sommes à 23%, ce qui n'est pas rien. Le commerce extérieur, c'est un véritable désastre. Nous allons terminer l'année probablement autour de 60 milliards d'euros de déficit. La pauvreté, quant à elle, ne cesse d'augmenter. Nous le voyons, le bilan économique de Macron
est une chronique d'un désastre annoncé. Cela va de mal en pis et cela ne peut s'améliorer. En réalité, s'il y a un miracle Macron sur le plan économique, car quand il a été élu, nous parlions d'un miracle économique qui attendait la France, si miracle économique il y a, c'est que le système actuel, sur le plan économique, n'est pas purement et simplement explosé, car réellement, la situation économique de la France est aujourd'hui désastreuse. Voilà, chers amis, c'était la question du jour. Je vous souhaite tout de même une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.